Bonjour chers téléspectateurs, vous regardez l'émission La Voix de la Vérité. Notre invité du jour, Nicolas Donetti, reporter de guerre du Figaro. Bonjour Nicolas, c'est pas la première fois que vous êtes dans Donbass. Pourriez-vous nous raconter où est-ce que vous avez déjà été? J'ai effectué il y a 2 ans un début de reportage sur le conflit ukrainien côté forces pro-gouvernementales ukrainiennes de Kiev. De ce fait, j'ai été avec des bataillons comme celui d'Azov que j'ai pu côtoyer, que j'ai rencontré, aussi celui du secteur droit, et tout particulièrement avec un bataillon qui s'appelle la Légion géorgienne en Ukraine. Donc en effet, j'ai été 2 fois sur le terrain ukrainien du Donbass avec l'armée ukrainienne, et maintenant j'ai décidé de passer du temps pour travailler sur un nouveau reportage qui consiste à tenter de traduire à quoi peut ressembler ce conflit de votre vision par rapport à votre camp. Dites Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce conflit est traité par les médias occidentaux? Parce que nous savons que vous avez la position neutre qui se veut plus ou moins objective. Donc c'est pour ça que nous ne voyons pas d'inconvénient pour vous donner l'accréditation pour travailler ici. Mais de l'expérience, nous savons que les médias occidentaux, ils ont plutôt la tendance de se mettre du côté de Kiev. Quel est votre avis sur le sujet? Tout d'abord, je pense que c'est une question bien plus compliquée que ce qu'on peut y penser, du moins qui prend des proportions plus importantes du fait des choix politiques des États, politique internationale, politique économique, politique sociale. Je pense que c'est un choix délibéré de la part de certains États européens comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, de soutenir de façon indirectement la politique de Kiev envers la zone envers le pays du Donbass et la région de Donetsk, par exemple, envers les zones de guerre, peut-être pour défendre des intérêts économiques ou peut-être des intérêts politiques. Alors il est vrai qu'en Europe, nous sommes dans une position qui, pour moi en tout cas, je ne parle qu'à titre personnel, qui ressemblerait peut-être à l'époque de la fin de l'Union soviétique, qui pourrait ressembler donc à les institutions commencent à s'effondrer, ou du moins commencent à avoir des, je dirais pas des révolutions, mais des contre-courants politiques et sociaux qui apparaissent, et on pourrait dire que c'est parce qu'on ne fait pas assez d'Europe qu'il faudrait donc faire plus d'Europe. Et pour ce fait, il serait plus avantageux et de façon politique, il serait plus intéressant pour l'Europe de défendre cette Ukraine qui veut adhérer à l'Europe. Cette Europe qui, en ce moment même, manque cruellement de crédibilité, que ce soit politique, économique, ou social et religieux. Pour moi, je pense, ce qui amène l'Europe à défendre le combat ukrainien contre cet esprit un peu séparatiste qui voudrait démanteler ce pays et envahir une partie de l'Ukraine, voire même toute l'Ukraine du moins, c'est ce qui se dit en Europe. Et le pourquoi, c'est parce que je pense qu'en effet, nous avons une politique en Europe qui serait une politique anti-russe, russophobe, pourrait dire, ce qui amène délibérément à rester dans une politique continentale, peut-être américaine, pro-européenne, qui serait peut-être contre-productif pour des régions comme le Donetsk et le Donbass. Et voilà pourquoi je pense qu'on a tout intérêt à défendre la politique de Kiev dans ce combat. Est-ce que, selon vous, les politiciens ou les médias occidentaux sont gênés ou pas par le fait qu'en Ukraine, rien n'a changé sur le fond que l'État, ça reste un État dominé par la corruption, tel que c'était le cas déjà du temps de Yanukovych? Est-ce que les médias et les politiciens occidentaux sont gênés par ça ou pas? Oui, je le pense. Je pense aussi que cette révolution a amené, justement, je pense que l'Europe aurait espéré de cette guerre et de cette révolution de Maïdan, pour ne citer qu'elle, forcément, aurait espéré d'elle
je pense, un changement politique en Ukraine et un changement peut-être dans la politique, la consommation, le commerce. Et il me semble, moi je pense que ça a été complètement contre-productif pour eux. C'est-à-dire que, en réalité, au lieu que cette révolution dite de Maïdan ait tourné en leur faveur, c'est-à-dire amener une espèce d'Ukraine unie à l'Europe avec des échanges culturels, commerciaux avec l'Europe, cela a amené au contraire une révolution violente qui a amené énormément de protagonistes violents et extrêmement nationalistes que les Européens et les Américains n'auraient peut-être pas vu venir. Et donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, sur le fait économique par rapport à la corruption, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France aussi, on a aussi, en Europe, nous avons aussi nos grands débats sur des affaires de corruption et de scandales assez médiatiques qui ne vous sont pas étrangers. Mais il est vrai qu'au niveau de la corruption et de cet esprit un peu de magouille en Ukraine, vous savez, je pense que toutes les révolutions amènent toujours à des changements. C'est-à-dire que d'un chaos, il y a toujours une situation à reconstruire. Et de cette situation-là, ça mène toujours des parasites, des gens qui sont là pour reprendre le pouvoir ou pour recréer un système mafieux, gangster, où les privilèges et les pouvoirs ne sont pas partagés, c'est-à-dire partagés avec le pouvoir politique, les populations, les citoyens. Donc non, la situation n'a pas réellement changé et je pense qu'elle ne peut que s'empirer en Ukraine. Je pense que c'est un État, malheureusement, qui, de par ses choix suite à Maïdan, bascule totalement dans un isolement total et un fanatisme apparent et qui commence à déplaire totalement à l'Europe. Du moins l'Europe, encore une fois, n'avait pas pensé à tous ces changements-là, n'avait pas imaginé le futur en Ukraine comme ça. Nous savons que vous êtes spécialisé en couverture de conflits de guerre, différents conflits de guerre. Vous avez été en Syrie, vous avez été en Ukraine du côté des forces pro-gouvernementaux. Vous avez été déjà dans la République de Donetsk, sur la ligne de front. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ces conflits, dans ces situations? Pour ne citer que le conflit actuel à Donetsk, je trouve qu'il y a, à la différence de l'Ukraine et de ses différentes armées ou corps d'armée, je n'ai vu aucun fanatisme. C'est-à-dire que je n'ai pas été témoin d'actes fanatiques, de personnes convaincues de leur réussite. J'ai toujours l'habitude d'être franc et d'être pragmatique dans mes reportages, dans mes choix de reportage et mes démarches. Pour moi, ce conflit est vraiment représentatif de l'aspect patriotique, la survie de la citoyenneté, la survie du foyer et de l'État. Et je trouve, c'est un peu les mêmes choses que l'on peut constater sur des théâtres d'opération comme en Syrie. Des populations qui sont convaincues de leur légitimité, qui refusent l'asservissement, qui décident la rébellion, qui la justifient, et qui le font dans un but totalement, je dirais, patriotique, fait de mémoire et de courage, vraiment. J'étais assez... je ne savais pas trop vraiment à quoi m'en tenir en venant ici, c'est-à-dire en arrivant ici. Je me posais plein de questions. Et finalement, sans aucun cliché, bien entendu, hein, mais non, finalement, j'ai été face à réellement un esprit patriotique, franc, d'une nation qui est très fière de son combat et qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre en paix. Je n'ai pas constaté, du moins dans les comportements, ni dans les différentes conversations ou dans les comportements des soldats sur le terrain, je n'ai jamais constaté aucune animosité extrême comme ce que j'ai pu voir auparavant, peut-être. Est-ce que vous avez pu faire tout ce que vous souhaiteriez? Est-ce qu'on vous a laissé aller partout?
Comment ça s'est passé? Bien évidemment, il y a eu certaines restrictions, bien évidemment, j'en suis parfaitement conscient. Cela est compréhensif. Et cela a été vu dans d'autres théâtres d'opération. On ne peut pas forcément tout nous montrer. Il y a des choses éventuellement qui pourraient gêner, du moins en tout cas que je ne les aurais pas vues. Mais en règle générale, oui, j'ai eu l'opportunité de faire à peu près ce que je voulais. Il est bien évident que je sais, et que c'est vrai, que vous avez eu beaucoup de mauvaise presse, et ce qui est compréhensible. Ce qui vous a amené plus ou moins à être méfiant par rapport aux journalistes étrangers. Mais il y avait en moi cette démarche intellectuelle et cette démarche pacifique et totalement intellectuelle, sociologique, du reportage photo, à aller vous rencontrer. Et dans ce cadre-là, je pense que j'ai été plutôt bien cerné et on ne m'a pas fermé les portes. Oui. En règle générale, j'ai été très bien reçu et j'ai pu travailler. Les militaires que vous avez vus, quelle impression cela donne? Est-ce que ce sont les milices d'autodéfense ou est-ce que ça donne l'impression d'une armée régulière, une armée professionnelle? Non, je trouve que suite à ces années de conflit, et j'ai été assez étonné de cela, je trouve que la République de Donetsk a eu le temps de restructurer ses fondations, et notamment celle de l'armée. Bien évidemment, cela ne ressemble pas à nos armées, dites européennes, occidentales, qui sont très mécanisées, qui sont très bien habillées, très bien équipées. Mais cela dit, je n'ai pas constaté de petites brigades qui pourraient ressembler un peu à du mercenariat ou quoi que ce soit. Non, j'ai trouvé que les choses étaient assez bien structurées, avec ou plus ou moins de moyens. Et je trouvais que les choses étaient assez bien structurées, que cela ressemblait bien à une armée nationale. Encore une fois avec plus ou moins de moyens, mais j'ai été assez impressionné par l'organisation et la construction de l'armée après cette révolution qui a été violente, hein, où là vous n'aviez pas du tout les moyens de faire face, de structurer des groupes armés, de structurer des groupes d'autodéfense. Non, j'ai trouvé que la situation était assez structurée. Ouais. Quelles sont vos impressions de la ville de Donetsk? Vous êtes ici depuis déjà un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de la ville, de ce que vous avez ressenti? J'ai eu une assez bonne impression. J'ai été assez étonné de la qualité des différents services. De pouvoir constater les transports en commun, les différents restaurants, des magasins, des structures bancaires, bien sûr malgré le blocus économique de Kiev, mais des structures officielles qui fonctionnent. Je tiens à dire que au niveau de mes papiers, de tout ce qui est administratif, ça se passe assez vite et correctement. Après, oui, c'est pas comme en France, bien sûr, mais je tiens à vous dire une chose, c'est que on attend moins le bus à Donetsk qu'à Paris. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais oui, j'ai été frappé en tout cas par l'aspect clean de la ville, en tout cas. Ouais. Je pense que nous allons clôturer cet entretien sur ça. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez à Donetsk. Et j'espère qu'au retour, vous allez pouvoir faire un reportage objectif et qui reflète la réalité des choses ici, que vos concitoyens pourront constater aussi à travers votre reportage qu'ici, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas d'occupants, c'est simplement la population qui a voulu se défendre, prendre l'arme à la main et défendre son identité. Merci. C'est moi qui vous remercie. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux au peuple français
À l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, le jour où le peuple français aussi a pris les armes pour défendre sa liberté, pouvoir faire entendre sa voix. Je vous rappelle que vous avez regardé l'émission La Voix de la vérité. Notre invité du jour, c'était Nicolas Donetti. L'émission a été animée par Vladislav Berdichevski.